Bonjour tout le monde, très heureux, un peu anxieux, mais très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais d'abord évidemment remercier les membres du comité organisateur des journées pour l'occasion qu'on me donne de m'adresser à vous tous ce matin. C'est un privilège qu'on m'accorde, puis j'espère bien être à la hauteur de leurs attentes. J'ai envie de commencer avec une citation extraite de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, qui a été adoptée, comme vous le savez, lors de la Conférence internationale pour la promotion de la santé tenue à Ottawa en 1986. Je cite, « Seul, le secteur sanitaire ne saurait offrir ses conditions préalables et ses perspectives favorables à la santé. Fait encore plus important, la promotion de la santé exige l'action concertée de tous les intervenants, les gouvernements, le secteur de la santé et les domaines sociaux, économiques connexes, les organismes bénévoles, les autorités régionales et locales, l'industrie et les médias. » Fin de la citation. Ce texte, vous le savez, il a été adopté il y a plus de 35 ans. On a parcouru bien du chemin depuis ce temps-là, et c'est de ce chemin que j'aimerais vous entretenir ce matin, du chemin lui-même et de là où il nous mène. Le Programme national de santé publique, le cadre d'action du gouvernement qui lui permet d'agir sur les déterminants de la santé, reconnaît que si les objectifs sont fixés au palier gouvernemental, les actions lui permettant de les atteindre sont le fait de partenaires qui sont à l'extérieur du réseau de la santé publique. Ainsi, parce qu'il y a de plus en plus de convergence entre le travail réalisé au palier local et supralocal au Québec et les objectifs de promotion et de prévention de la santé, le réseau de la santé publique a aujourd'hui, avec le monde municipal, acteur important de ce palier d'intervention, un allié dans son action sur les déterminants de la santé. Ça a marché. Mon intervention ce matin va se faire en 4 parties. D'abord, la perspective du développement des communautés. Ensuite, l'évolution du monde municipal, un changement qui s'accélère. Un élément sur les compétences municipales et les déterminants de la santé, avec pour objectif la santé dans toutes les politiques, et le défi des inégalités territoriales de santé. On abordera ça tout à l'heure. Attendez un peu, je vais trop vite. Première partie, donc, la perspective du développement des communautés. Pendant 20 ans, de 2001 à 2021, j'ai été un élu municipal à Massuville, dans la MRC de Pierre de Sorel, en Montérégie. J'ai occupé la mairie de ma petite municipalité rurale durant 16 de ces 20 ans. J'ai donc été en même temps un acteur de l'action au palier local et aussi un observateur des changements qui sont survenus dans le monde municipal depuis le début des années 2000. Mon action municipale m'a amené en 2010 à devenir membre du conseil d'administration du Réseau québécois de villes et villages en santé. J'en ai été le président de 2017 à 2019. Et ça m'a permis d'accompagner sa fusion avec le Carrefour Action municipale et famille, qui est devenu Espace Muni. On vous l'a dit également, je siège au conseil d'administration de l'INSPQ depuis 2011 et je préside le conseil depuis 1 an. Je préside également le comité stratégique Prendre soin de notre monde, dont je vous parlerai un peu plus loin. J'aimerais vous partager le contexte de mon apprentissage de la chose municipale, parce qu'au départ, on est d'abord un citoyen. À l'époque de mon élection à la mairie en 2005, ça a été une vraie élection, là, je l'ai gagnée, en Massuville, qui était une des municipalités les plus dévitalisées du Québec. Massuville comptait, et compte toujours d'ailleurs, autour de 500 habitants sur un territoire très surprenant de 1,4 km². Si aujourd'hui, c'est la grandeur du Vatican, si aujourd'hui le profil de la population a bien changé réellement, à l'époque où j'ai été élu en 2001, en 2005, on comptait près de 50% de la population qui n'avait pour revenu que des transferts gouvernementaux. Bien-être social, régie des rentes, pension de sécurité, supplément de revenus garantis. C'est beaucoup et c'est lourd pour une communauté quand autant de monde ne bénéficie pas de revenus autonomes. À Massuville, nous avons dressé ce constat. Nous étions une communauté confrontée à un lent processus de dévitalisation. Vieillissement de la population, diminution croissante et constante du nombre de personnes qui habitent chez nous, diminution, disparition de services,
mais avec, parallèlement, la volonté de s'en sortir et de se mobiliser, puis la détermination qui va avec. Quand on regarde a posteriori ce qui s'est passé, on peut dire que c'est l'importance que nous avons accordée à l'école, aux enfants et aux familles, qui a été le déclencheur d'une prise de conscience qui a modifié notre lecture de la réalité et nous a collectivement obligés à agir autrement. Mais la seule voie qui nous apparaissait à l'époque porteuse de changement consistait à agir directement auprès de ces enfants, de leurs familles et des aînés. Ces constats ont fait prendre conscience aux membres du conseil municipal de la nouvelle responsabilité qui incombait aux élus municipaux, c'est-à-dire assumer un leadership qui dépasse largement les frontières habituelles des responsabilités municipales traditionnelles. Il faut insister, il faut se remettre dans le temps de cette époque-là, au début des années 2000. À l'époque, tant pour le gouvernement du Québec que pour les élus municipaux, pour les administrations municipales et pour les citoyens eux-mêmes, une municipalité, ça s'occupe de rues, de nids de poules, de trottoirs, d'égouts, de déneigement, de sécurité incendie, d'aqueducs, puis peut-être un peu de loisirs. Ce sont de vraies responsabilités municipales, bien sûr, mais vous allez voir, ce ne sont pas les seules. En 2001, avec sa politique de la ruralité, municipalité rurale, je suis maire de municipalité rurale, le gouvernement du Québec nous dit justement que ce que nous vivons, ce n'était pas unique et que si on le souhaite vraiment, on peut réagir de façon à ne pas être seulement les victimes de décisions prises loin de nous, mais au contraire, que nous pouvons espérer devenir des artisans du changement, de changements concrets qui auraient un impact réel sur notre condition. Parallèlement, le gouvernement du Québec nous invite à ce moment-là à prendre les rênes du développement économique local et régional, le nous étant les municipalités, puis à développer des politiques familiales en phase avec sa propre politique familiale élaborée à la fin des années 90. Il a fait de même pour les politiques culturelles, pour les politiques des aînés, et toutes ces politiques sont des politiques à incidence sociale. En plus, il a mandaté le palier supralocal et lui a fait jouer de nouveaux rôles. Et là, on va, avant d'aller plus loin, pour être sûr que quand j'utilise des termes municipaux, on puisse se comprendre, j'aimerais vous rappeler qu'il existe 2 étages municipaux complémentaires au Québec. Pour le monde municipal, le premier, c'est celui de la municipalité dont on dit qu'elle est locale. C'est la ville ou le village dans lequel nous abordons tous, qui élit son maire et les membres du conseil municipal, généralement au moins 6, à tous les 4 ans. Mais lorsque nous élisons un maire ou une mairesse, nous élisons en même temps quelqu'un qui va siéger au conseil de la MRC, les municipalités régionales de comté, ou à un conseil d'agglomération, et peut-être aussi à une des 2 communautés métropolitaines. Le supralocal au municipal, c'est une instance qui réunit les municipalités locales. Les instances supralocales jouent des rôles de concertation et de coordination intermunicipale extrêmement importants sur le territoire sur lequel elles exercent des responsabilités. Comme maire de Massuville, j'ai aussi assumé des responsabilités au palier supralocal à la MRC de Pierre-de-Sorel. J'y ai complété mon éducation de la réalité municipale, là aussi en tant qu'acteur, mais aussi en tant que témoin des changements. En ce qui me concerne, puis là je fais appel aux gens de ma génération, mon chemin de Damas, c'est sûrement la découverte du concept des environnements, parce qu'à ce moment-là, ma logique d'intervention a été modifiée. Les choix, les décisions des individus sont limités ou renforcés par les environnements dans lesquels ils évoluent. Il ne s'agit pas seulement qu'un individu veuille, il faut qu'il puisse. Chercher à agir sur les environnements, c'est développer un nouveau sens à l'action municipale, une nouvelle dimension. Bon, vous savez peut-être que les salaires des élus municipaux des petites municipalités québécoises sont relativement dérisoires. Comme pour la très grande majorité des maires du Québec, ce n'est pas le poste d'élu municipal qui constituait mon principal gagne-pain. J'ai eu la chance, sérieusement, la chance de pouvoir concilier mon travail de maire avec du travail avec le réseau de la santé publique.
Professionnellement, à partir de 2009, j'ai eu des mandats avec ce qui était à l'époque Québec en forme dans le dossier des saines habitudes de vie. Puis, en 2014 et 2015, j'ai été invité à participer aux travaux d'un petit comité créé conjointement par la TCNSP, la table de concertation de la santé publique, qui réunit les directrices, directeurs de santé publique et le ministère et l'INSPQ, et aussi la TCNPP, la table de concertation nationale de promotion et de prévention, qui, elle, réunit les coordonnateurs PP des directions régionales de santé publique, le ministère aussi, et l'INSPQ. Le mandat, et j'ai rencontré Marie-Josée Pinault du Bas-Saint-Laurent au début de la semaine, avec qui j'ai siégé sur ce comité, que je salue. Le mandat que nous avons reçu à ce moment-là consistait à proposer une stratégie de mobilisation des acteurs municipaux dans la logique de la Charte d'Ottawa. Ces travaux allaient donner naissance à la démarche « Prendre soin de notre monde ». Pour parvenir à créer ou maintenir des environnements municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie, la démarche « Prendre soin de notre monde » repose sur 4 principes incontournables. D'abord, associer les acteurs municipaux à la réflexion et à l'action dès le début du travail, quel qu'il soit. Puis, adopter une approche centrée sur les intérêts et les besoins exprimés par les municipalités et les MRC. Ensuite, travailler à partir des projets des municipalités ainsi que sur les approches, leviers, outils et programmes existants pour finalement optimiser la contribution des partenaires en favorisant la concertation, la cohésion et la cohérence. Pour bien comprendre la démarche « Prendre soin de notre monde », il faut en saisir la clé. Pour s'assurer d'une collaboration des acteurs municipaux, il est important de travailler avec eux sur la base des priorités définies localement par eux. Ce travail m'a permis d'aller à la rencontre des équipes dans les directions régionales de santé publique et de leurs partenaires, souvent municipaux d'ailleurs, dans toutes les régions du Québec. J'espère que vous allez me pardonner d'avoir commencé avec mon cheminement personnel ce matin, mais avec plusieurs de mes collègues élus un peu partout à travers le Québec, on a vu évoluer l'action municipale et nous avons contribué à en diversifier l'impact. Au fil des ans, de nouvelles cohortes d'élus ont intégré le réseau municipal et poursuivent le travail. C'est aussi vrai chez les professionnels et les gestionnaires municipaux. Mais la tâche est lourde et les attentes sont élevées. Alors, partout, on dresse le même constat. Oui, on peut travailler dans cette direction, mais le monde municipal non plus ne peut pas y arriver seul. Le travail intersectoriel prend alors tout son sens. De part et d'autre, à l'avantage de la population que nous desservons tous, parce que nous desservons tous la même population. Deuxième partie, sur l'évolution du changement de l'action municipale, comprendre le fonctionnement d'une municipalité, le fonctionnement à l'interne d'une municipalité, et comprendre la place qu'occupe le palier municipal dans le partage des responsabilités au Québec sont deux choses complètement différentes. Et dans le fond, je voudrais avec vous m'attarder sur le second aspect. Quelle est la contribution du palier municipal dans la société québécoise et que change-t-il dans la vie très concrète des gens? Je vous dirais que de façon générale et jusqu'à la fin des années 90, le monde municipal avait tendance à penser localement et à agir localement. Puis petit à petit, on a vu que le fameux penser globalement, agir localement prenait son envol tant chez les élus que dans les administrations locales et supralocales. Parallèlement à l'évolution de l'action de santé publique, qui vise à agir en amont du système de soins pour chercher à avoir un impact sur les déterminants de la santé, le monde municipal a pour sa part pris conscience de l'impact de ces politiques publiques, de ces programmes et de ces projets sur la qualité de vie de la population. En 2012, à l'occasion du colloque annuel du Réseau québécois de villes et villages en santé qui se tenait à Rouyn-Noranda, une des villes fondatrices du réseau, pensée pour Réal-Lacombe, dans un atelier qui traitait des nouvelles responsabilités municipales
dans le contexte de l'impact sur la santé, une conseillère municipale d'un petit village de l'Abitibi s'est exclamée ceci. « Si je comprends bien, avant, on s'occupait des trottoirs. Maintenant, on s'occupe aussi du monde qui marche dessus. » Cette formule-là, toute simple, disait tellement tout du changement du paradigme municipal. Cette évolution-là, elle ne s'est pas faite, et elle ne se fait toujours pas d'ailleurs, sans difficulté dans le monde municipal. C'est vrai qu'il y a de la résistance. Mais c'est une résistance qu'il faut comprendre. Jusqu'au tournant des années 2000, pour bien gérer une municipalité, pour que le compte de taxes des citoyens soit acceptable, pour que les services de base, traitement des eaux usées, aqueducs, protection des incendies, entretien des rues, loisirs, soient bien livrés, on pouvait compter sur un certain nombre de compétences nécessaires aux élus, aux gestionnaires et aux professionnels municipaux. Tout ça avec le soutien d'experts comme des ingénieurs ou des avocats dans des domaines que tout nouvel élu, fondamentalement, pouvait assez bien comprendre ou pour lesquels il pouvait avoir un apprentissage assez rapide. Mais je l'ai dit, le défi municipal, lui, s'est complexifié. Développement économique local et régional, politique culturelle, politique familiale et des aînés, persévérance scolaire, lutte à la pauvreté, on s'est mis tout à coup à discuter localement d'enjeux sociaux qui sont au départ des compétences du gouvernement du Québec. J'avais une collègue au conseil municipal de Massuville, une femme extraordinaire, très engagée dans la communauté, bénévole, active dans les événements communautaires, avec, vous savez, ce genre de gros bon sens qui fait du bien. Son métier, c'est d'être vendeuse dans un commerce. Je me souviens très bien d'une conversation qu'on a eue ensemble où elle exprimait son malaise devant des dossiers de plus en plus sociaux que nous traitions au conseil municipal. Elle se sentait moins compétente sur ces sujets et se demandait comment les citoyens pouvaient comprendre ce qu'on cherchait à faire pour répondre aux défis de la dévitalisation de Massuville. Son malaise, je l'ai entendu à tellement d'endroits à travers le Québec, chez les élus, mais aussi chez les gestionnaires et les professionnels municipaux. Je n'ai pas été embauché pour travailler sur la lutte à la pauvreté, m'a déjà dit un directeur général de municipalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la nécessité qui a forcé l'évolution du monde municipal. D'abord, le fait que le gouvernement du Québec a pris conscience, au fil du temps, qu'il n'est pas nécessairement en mesure d'obtenir des résultats escomptés sans le concours d'acteurs plus près de la population. La proximité rend concrète des actions qui changent la vie. Il n'y a plus aucun ministère aujourd'hui qui ne sollicite pas le palier municipal pour atteindre ses objectifs à un moment donné ou à un autre, dans l'ordre et très souvent dans le désordre. C'est clairement la logique du recours au gouvernement de proximité. Sans le dire, on applique le principe de la subsidiarité qui fait en sorte, et je cite, que la responsabilité d'une action publique revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui en sont directement concernés. Bref, si on simplifie, il s'agit de confier à l'acteur le mieux placé pour la réaliser la responsabilité d'une action. Le monde municipal a dû apprendre à vivre avec une certaine pression du gouvernement du Québec qui a besoin de son soutien pour atteindre ses objectifs, ce qui a favorisé l'émergence de nouvelles cohortes d'élus plus intéressés par des sujets à caractère social. Cet apport de nouvelles compétences et de personnes ayant des regards différents sur l'action municipale a donné une impulsion au changement en le consolidant et en l'accélérant. Je me souviens de débats absolument extraordinaires sur l'épaisseur de la couche d'asphalte dans la rue. On est ailleurs maintenant. Mais ce n'est pas tout. La population s'en est mêlée. Les citoyens eux-mêmes se sont mis à exiger de leurs administrations municipales qu'elles se préoccupent de qualité de vie. Une pression de plus pour forcer le changement. Et je vais vous donner un exemple de ce changement. Un des derniers gestes que j'ai posés à titre de membre du conseil de la MRC de Pierre de Sorel, avant de quitter mes fonctions,
a été de travailler puis de voter avec mes collègues l'adoption d'une toute première politique territoriale en développement social. Voici ce qu'on lit dans le préambule, et je cite, « La MRC de Pierre de Sorel, par les décisions de son conseil, est déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer les conditions de vie offertes sur son territoire. Par l'adoption d'une politique territoriale de développement social, le Conseil de la MRC témoigne de l'importance qu'il accorde au cadre de vie offert à sa population, ainsi qu'à la réduction des inégalités sociales et économiques présentes sur le territoire. » Pour moi, utiliser ces mots, ces formules dans ma région, c'était une révolution. Et c'était aussi la preuve par 4 que mon univers municipal avait changé. Allons-y maintenant sur les compétences municipales et le lien avec les déterminants de la santé. Je vais prendre une gorgée d'eau quand même. Tant le programme national de santé publique 2015-2025 que la politique gouvernementale de prévention en santé 2016-2025 nous invitent à travailler sur les déterminants de la santé dans une perspective de santé dans toutes les politiques. Ce matin, je veux vous confier le secret des municipalités, leurs compétences, leurs responsabilités et leurs actions ont déjà un impact direct sur les déterminants de la santé parce qu'elles sont simplement plus près de la population. C'est ce que j'essaie de démontrer depuis le début de mon allocution. Sans entrer dans des subtilités légales, nommons quand même les 8 compétences municipales que prévoit la loi sur les compétences municipales. D'abord, la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs, le développement économique local, la production d'énergie et les systèmes communautaires de télécommunication, l'environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité et le transport. Pour ce qui est du palier supralocal, la compétence obligatoire la plus importante est bien sûr l'aménagement du territoire, mais elle peut choisir également d'assumer d'autres compétences qu'on appelle facultatives. Avec l'adoption du nouveau plan d'action interministériel 22-25 au printemps dernier, nous entrons tous dans une nouvelle phase. De nouveaux objectifs ont été fixés, de nouveaux moyens, de nouveaux échéanciers nous ont été partagés. Le contexte général a également beaucoup évolué depuis 2018. La préoccupation de la qualité de vie et de la santé de la population est partagée dans plusieurs sphères de la société québécoise, y compris dans le milieu municipal, qui se l'est approprié de façon importante depuis les dernières années. Les éléments de la qualité de vie sont devenus les critères d'évaluation du potentiel de développement et de résilience des collectivités locales et des régions, alors que se poursuit la pandémie, que le Québec est frappé par une importante pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on nous laisse penser qu'éventuellement, nous pourrions être confrontés à une récession. Globalement, pour le monde municipal, ce n'est pas tant la santé des individus qui est la principale préoccupation à l'action. La santé des individus, c'est plutôt un indicateur de la qualité de vie. On peut même penser qu'inviter à travailler sur les déterminants sociaux de la santé, revenus, emploi, éducation, environnement physique, comportement sain, etc., vous connaissez ça mieux que moi, les acteurs municipaux pourraient être plus facilement mobilisés car on peut facilement faire des liens avec leurs compétences et leur quotidien. L'action sur les déterminants de la santé constitue probablement la zone d'intervention commune aux municipalités et au réseau de la santé publique. Évidemment, il va falloir poursuivre le travail d'apprivoisement. Les deux univers ne parlent pas toujours la même langue, on n'utilise pas toujours les mêmes mots pour identifier les réalités. Mais les acteurs municipaux sont des alliés du réseau de santé publique. Prenons le cas des axes d'intervention 1 et 2 du Programme national de santé publique. Sans aller dans trop de détails, là, c'est facile de voir que les municipalités sont engagées dans des actions qui ont un impact sur le développement global des enfants et des jeunes visés par l'axe 1. Ces actions sont souvent liées à la création d'environnements qui soient favorables au développement global de l'enfant. Quand les municipalités travaillent avec acharnement, je sais que vous le savez dans toutes vos régions, pour soutenir le développement de services de garde éducatifs dans leur milieu, elles le font d'abord pour répondre aux besoins des jeunes familles dans leur communauté
pour permettre, entre autres choses, aux jeunes femmes d'être actives sur le marché du travail. Cela favorise la rétention des jeunes dans les municipalités et participe aux réponses à la pénurie de main-d'œuvre. Mais finalement, l'impact sur le développement global est tout petit et réel. On ne le fait pas nécessairement pour les mêmes raisons, mais il y a un impact. Pensez aussi aux efforts incroyables que font les municipalités pour s'assurer d'offrir du logement abordable ou du logement subventionné sur leur territoire. Elles cherchent d'abord à répondre à la pénurie de logements, mais là aussi, on génère un impact sur la santé des individus plus vulnérables. En ce qui a trait à l'axe 2, l'adoption de modes de vie et d'environnements sains et sécuritaires, la pandémie a bien sûr provoqué un nombre important de changements dans la pratique municipale. Rapidement, dès le début de la pandémie, les municipalités sont investies dans le soutien au plein air et à l'activité physique de proximité. Les préoccupations de santé mentale ont également émergé dans les actions locales. On va d'ailleurs en discuter plus tard aujourd'hui à l'occasion d'une journée thématique sur le sujet avec la participation d'acteurs municipaux qui vont venir présenter des expériences auxquelles ils ont participé. De façon générale, on a vu les municipalités s'engager de plus en plus dans la création d'environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. Elles avaient contribué au plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie 2006-2012 avec une multitude d'autres partenaires. Plusieurs municipalités ont également bénéficié du soutien de la santé publique pour des évaluations d'impact sur la santé dans les projets qu'elles portent. Préoccupées par l'impact des changements climatiques sur leur territoire, les municipalités participent à de nombreux projets qui, ultimement, auront également un impact sur la santé de la population. Les municipalités en vivront évidemment vont vivre les impacts des dérèglements climatiques. La santé publique voudra en amoindrir les effets sur la santé. Voilà un bel espace de collaboration et d'intersectorialité à investir. Je pourrais vous partager plusieurs autres exemples, mais le message que je souhaite vous transmettre est le suivant. Même lorsqu'elles agissent sans que ce soit en vue de favoriser directement la santé de la population, parce qu'elles sont, par leur zone d'intervention en proximité et par la nature de leur politique ou de leur réglementation, les municipalités ont un impact sur la santé. Dans le contexte actuel où la qualité de vie est une préoccupation constante des acteurs municipaux et de leurs partenaires, c'est même, on peut l'espérer, un impact positif. Il nous reste ensemble à travailler le sens. Nous avons la responsabilité de faire partager à nos partenaires municipaux, élus, gestionnaires, professionnels, des dimensions qui paraissent insoupçonnées de leurs actions. Ils sont prêts à l'entendre. Je pense à notre journée thématique d'hier sur les changements climatiques avec des partenaires municipaux. Ils aiment savoir qu'ils ont plus d'impact encore que ce qu'ils pensent. Ils vont souhaiter profiter du professionnalisme, de la rigueur et de l'approche scientifique du réseau de santé publique. Ces acteurs municipaux sont aussi conscients des limites de leurs actions et souhaitent développer des partenariats étendus. La collaboration avec l'ensemble des acteurs du monde communautaire ne date pas d'hier. C'est souvent une relation riche qui permet d'assurer des services importants sur les territoires. On le voit d'ailleurs lors de l'élaboration des politiques de développement social, dont celle dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, travailler à plusieurs, ça augmente la complexité. Le monde municipal aime que les choses aillent rapidement une fois qu'ils ont pris une décision, qui par ailleurs aura peut-être été très longue à prendre. C'est un des paradoxes municipaux. Récemment, j'ai été informé d'une démarche des directions des loisirs des 11 plus grandes villes du Québec, toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Les directions de loisirs constatent que c'est souvent dans leur direction que se retrouve le dossier de la vie communautaire et des politiques de développement social. Cette réalité force ces directions à intégrer dans leur rang des ressources qui n'ont pas nécessairement le développement en loisirs comme formation. Donc, ils engagent des travailleurs sociaux, d'autres spécialistes en développement des communautés. Et là, ils souhaitent réfléchir à la meilleure façon de redéfinir leur mandat pour bien cibler la mission et les objectifs de leur politique ou carrément de leur direction. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils croient que ça devrait se faire avec le concours des partenaires du réseau de la santé publique. Prenez ça comme un autre signal de l'évolution du monde municipal. Il a besoin de ses partenaires et il en est de plus en plus conscient. Nous pourrons peut-être alors
constater que l'objectif d'intégrer la santé dans toutes les politiques, même au palier municipal, pourrait se concrétiser. Quatrième et dernière partie, je veux vous parler un peu du défi des inégalités territoriales de santé. Depuis le début de ma présentation ce matin, je traite de l'action au palier local et plus spécifiquement de celle des municipalités. Présenter les choses de cette façon cache, cependant, une réalité dont nous avons intérêt à tenir compte collectivement dans nos travaux. Dans le monde municipal, pour paraphraser George Orwell, certains sont plus égaux que d'autres. Dans l'analyse des inégalités sociales de santé, on doit aussi inclure les inégalités territoriales de santé. Les municipalités contribuent de façon importante à la création d'environnements favorables à la santé, mais toutes n'ont pas les mêmes moyens. La fiscalité municipale est basée sur la richesse foncière. Ce n'est pas le revenu d'un individu qui détermine sa participation à l'assiette fiscale municipale, mais bien la valeur de sa propriété. Et il n'y a pas toujours d'adéquation entre les deux. À Massuville, je connais un couple d'aînés qui avait acheté sa maison dans les années 60 ou 70 pour à peu près 8 000 $. Et en 2022, l'évaluation municipale de cette maison-là le force à contribuer au budget à une hauteur beaucoup plus importante par rapport à ses revenus annuels qu'un autre couple, plus riche, qui vit dans une maison dont la valeur foncière est plus basse. Le palier local au Québec est constitué de 1130 municipalités différentes qui ont chacune des réalités fiscales différentes. Un jour, une jeune grand-mère, je spécifie le jeune, me dit qu'elle a découvert, avec son petit-fils, un parc pour les tout-petits absolument extraordinaire dans la ville où habite sa fille. Elle m'en vante les qualités, elle m'explique les services qui sont offerts, puis je suis tout à fait capable d'apprécier la qualité du parc en question, puis elle me lance. On devrait imposer aux municipalités l'obligation de créer des parcs comme celui-là. Ma réponse a été rapide. Je lui ai demandé si le parc était à Sainte-Julie, à Saint-Bruno ou à Boucherville. Elle m'a confirmé que oui, c'était dans une de ces municipalités-là. Puis je lui ai dit qu'ils étaient chanceux d'avoir là-bas des moyens de réaliser des beaux projets comme ceux-là. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à réaliser dans des municipalités moins fortunées, parce que les citoyens ne le sont pas aussi, comme la mienne, par exemple. Elle en a convenu, là, ne vous inquiétez pas, elle a très bien compris. J'ai beaucoup envié, quand j'étais maire, la marge de manœuvre de plusieurs de mes collègues qui pouvaient réaliser de super projets parce qu'ils disposaient de plus de moyens. Travailler avec les municipalités en les appuyant dans le maintien ou la création d'environnements favorables doit venir la préoccupation de ne pas augmenter l'écart entre les milieux, les communautés ou les municipalités plus riches et ceux qui le sont moins. Notre enthousiasme à soutenir plus directement les milieux qui ont des moyens pour réaliser des projets que nous pouvons considérer comme porteurs pourrait éventuellement agrandir cet écart. De plus en plus, je le dis et le répète, le gouvernement souhaite que les municipalités participent au programme qu'il met en place pour soutenir l'atteinte de ses objectifs à lui, particulièrement dans ses plans d'action à portée sociale. Très souvent, un ministère va nous proposer jusqu'à 50% du financement. Mais toutes les municipalités ne disposent pas des ressources nécessaires pour contribuer de son côté à hauteur de 50%. Bien sûr, c'est un enjeu qui dépasse largement la responsabilité du réseau de santé publique, mais c'est une responsabilité collective. Il faut, je pense, en être conscient parce que ces inégalités territoriales-là vont finir par nous rattraper. Quel sera l'impact à moyen terme de cette iniquité si on n'y porte pas attention? Me voilà finalement à la conclusion de mon intervention devant vous ce matin et j'aimerais simplement partager avec vous quelques idées qui sont importantes pour moi. Le monde municipal, comme d'autres secteurs de notre société, est un univers en changement, en évolution. Il est sujet aux pressions qui s'exercent sur lui par les politiques gouvernementales, par l'arrivée de cohortes d'élus aux intérêts différents des cohortes précédentes et par la population qui lui fait connaître ses priorités. Il y a toutes sortes de chemins pour se rendre à Rome, mais il s'agit de se rappeler de la destination. Ça prend des bons échanges et de la confiance, et c'est le respect qui crée la confiance. Le palier local est éclaté, il est composé de plus de 1300 municipalités
et plusieurs instances supralocales, et toutes n'ont pas les mêmes moyens. Il faut aussi qu'on en tienne compte. Ainsi, parce qu'il y a de plus en plus de convergence entre le travail réalisé au palier local et supralocal au Québec et les objectifs de promotion et de prévention de la santé, le réseau de santé publique, votre réseau, a aujourd'hui, avec le monde municipal, acteur important de ce palier d'intervention, un allié dans son action sur les déterminants de la santé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je pense qu'on a la possibilité d'avoir quelques questions que j'espère. Merci beaucoup, Denis. C'était fort intéressant. Si vous avez des questions, présentez-vous. Dans un premier temps, votre nom et l'organisation pour laquelle vous travaillez. On va commencer fort. Bonjour, je m'appelle Yves, je suis directeur régional de santé publique pour la Gaspésie-les-Îles. Écoute, tu viens de terminer avec quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas beaucoup abordé hier dans la journée quand on parlait de fiscalité. C'est que finalement, il existe autant d'inégalités entre les municipalités qu'il existe d'inégalités entre les personnes ou entre les provinces du Canada. Pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à un financement des municipalités qui tiennent compte d'une certaine péréquation? C'est-à-dire qu'on redistribue la richesse collective entre les municipalités pour les fonctions de base. Hier, M. Meloche, qui était le fiscaliste qui était à notre atelier, à notre journée sur les changements climatiques, nous disait que sur le 55 milliards des budgets municipaux, il y a 60 millions de dollars en péréquation. Donc, évidemment, la péréquation actuellement, puis je vous dirais que ça a été, en 2015, là, on a tous vécu les tremblements de terre de 2015, ça a été beaucoup diminué également. Moi, je continue de penser, moi, je suis un politicologue de formation, hein, alors moi, je pense en système, là, et je continue de croire que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas bien défini au Québec la responsabilité des différentes instances, il sera extrêmement difficile d'identifier la façon de bien financer chacune de ces instances-là. Donc, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est supralocal, qu'est-ce qui est régional, puis qu'est-ce qui est national au Québec, puis éventuellement, vous ajoutez le fédéral pour compliquer la sauce, là. Mais n'empêche que tant qu'on n'aura pas bien spécifié qui fait quoi et quel est l'objectif de cette instance-là, le financement, il va être extrêmement difficile à identifier et on doit vivre pour l'instant avec ce que nous avons. Oui, bonjour, Chantal Blouin de l'INSPQ. Je comprends que vous n'êtes pas ici pour nous donner un cours de fiscalité, mais j'aimerais quand même en apprendre un peu plus sur cette question-là. Je me souviens vaguement qu'il y avait eu une nouvelle loi sur les gouvernements de proximité qui donnait de nouvelles compétences récemment aux municipalités au Québec. Est-ce qu'il y avait des leviers financiers qui étaient attachés à ça ou pas? En fait, quand moi, je suis arrivé au municipal en 2001, globalement, la part des taxes des citoyens dans le budget municipal représentait à peu près 50 %. Aujourd'hui, je voyais les chiffres encore récemment, c'est à peu près partout près de 75 %. Donc, ça veut dire que les transferts qui nous viennent d'autres paliers de gouvernement ont soit diminué ou les responsabilités que le monde municipal doit assumer sont plus importantes. Et donc, la part des taxes liées à la propriété est encore plus importante. Au début des années 2000, le gouvernement de Jean Charest avait proposé aux municipalités le concept de municipalité entrepreneur. Et il y avait toutes sortes de champs d'action où les municipalités pouvaient se lancer. Ma MRC, à moi, chez nous, en 2009, on a lancé un projet d'éoliennes. Nous avons 12 éoliennes sur le territoire de la MRC qui nous rapportent en moyenne 1 million de dollars par année. Et la volonté des élus à ce moment-là, c'était que le million de dollars soit investi dans des projets de développement et non pas dans la cuisine, là, dans l'épicerie, là, dans le quotidien. Et donc, il y a quand même cette marge de manœuvre-là, mais tout le monde ne peut pas faire des éoliennes, tout le monde ne peut pas inventer toutes sortes d'affaires. Puis, rappelez-vous que le cadre législatif au Québec, les municipalités ne peuvent faire que ce qui leur est expressément permis.
OK? Donc, on ne peut pas demain matin se lancer puis nous racheter la banque là, en Californie qui est sur le bord de faire faillite pour se lancer dans la spéculation. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais il y a quelque part la possibilité quand même de démarrer des projets qui permettraient d'avoir des fonds qui ne soient pas associés aux taxes à la propriété. Bonjour, Anne-Marie Morel de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, je poursuis sur la lancée de le nerf de la guerre, le financement. Tu as parlé tout à l'heure, Denis, de la politique gouvernementale de prévention en santé qui, pour nous, à la SPQ, est vraiment une politique grandement sous-financée. On a doublé le montant, on est rendu à 40 millions, mais avec des objectifs excessivement larges, là, en bas de 200 millions, on ne devrait même pas jaser, parce que c'est vraiment une politique où il y a énormément de tâches puis de leviers pour les municipalités. Donc, est-ce que ça pourrait être un espèce de cheval de Troie ou de moyen d'aller financer les municipalités pour des actions, parce que à travers cette politique-là, en la finançant adéquatement, parce qu'on le sait, non seulement la volonté est présente, tu l'as montré, mais les citoyens le demandent. Exact. Et quand on voit les budgets participatifs des dernières années, presque toutes les actions demandées par les citoyens, c'est des actions que la santé publique créerait. Donc, on est vraiment dans un momentum. Donc, que penses-tu de ce levier et de continuer à demander de l'argent pour cette politique pour atteindre les municipalités? Je vais surfer sur ce que vous pensez. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il devrait y avoir plus de fonds pour la prévention. Il devrait y avoir plus de fonds pour la promotion de la santé. Il devrait y avoir plus de fonds collectivement, là. Puis là, ce n'est pas une demande gouvernementale, là. C'est une réflexion de société qu'on doit faire à un moment donné, qu'on doit s'imposer sur, encore une fois, qui fait quoi et quel est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs qu'on se fixe comme société. Alors, c'est évident que si on est en mesure de faire ça de cette façon-là, tant mieux. Parallèlement, on voit avec la PGPS qu'il y a quand même un nombre encore plus impressionnant de ministères signataires par rapport au dernier plan d'action. Et ça aussi, c'est quand même intéressant de voir que la préoccupation de la prévention en santé, elle est partagée par d'autres ministères qui sont aussi des partenaires du monde municipal. Je sais pas, ce matin, je me sens comme ça. J'ai plus envie de voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Bonjour, Réal Morin, Institut national de santé publique du Québec. Merci, Denis, pour cette présentation très, très inspirante. Ma question est la suivante. Les directions de santé publique, les moins riches, appelons ça comme ça, en ressources, en moyens, etc., sont les mêmes qui ont sur leur territoire des dizaines de municipalités et des fois plus, entre guillemets, avec lesquelles interagir. Comment, concrètement, on peut fonctionner quand on n'est pas une ville, une île, par exemple, qu'on n'est pas à Laval, ou il y a d'autres exemples que j'aurais pu donner, pour que ce soit réellement possible d'avoir des contributions intersectorielles, santé publique, municipalité, dans un tel contexte de réalité territoriale? Bien, moi, je viens de la Montérégie, là. OK? C'était avant le nouveau découpage, c'était si je ne me trompe pas, c'était 177 municipalités. Puis là-dessus, vous avez Longueuil qui a 40 % de la population, donc ça donne une idée du nombre de municipalités. Puis on peut prendre d'autres régions, on peut prendre la région du Dr Bonnier-Vigée, c'est un nombre impressionnant de municipalités sur un énorme territoire. Encore une fois, je pense que c'est la réflexion sur les instances de gouvernance qui va faire en sorte, à un moment donné, qu'on soit capable d'identifier les objectifs qu'on poursuit puis les meilleurs moyens pour les atteindre. Mais je ne sais pas comment, dans le contexte actuel, je reprends ma phrase. Je réfléchissais à ça hier. J'entendais ce qu'on disait à la journée sur les changements climatiques, puis je me disais, il y a ce qui devrait être fait, il y a plein de choses qui devraient être faites, mais que collectivement, malgré tout, là, puis moi je suis un maire qui a géré des budgets pendant 20 ans, les ressources sont quand même limitées.
Comment on fait pour concilier cette réalité-là? Et on est une société riche, là. On pourrait tous parler de société où les défis sont encore beaucoup, beaucoup plus grands. Et je ne suis pas sûr de comprendre comment est-ce qu'on fait pour arriver à concilier les besoins réels et les ressources que nous avons qui sont malgré tout limitées. Fait que Réal, je ne suis pas sûr du tout d'avoir répondu à ta question, mais je pense, moi je suis convaincu que au cours des prochaines années, c'est des questions qu'on va devoir se poser, parce qu'on ne pourra pas simplement continuer sur l'air d'aller. La période de la pandémie a été une occasion de constater les limites de nos systèmes de gouvernance et de constater également la place que chacun peut occuper dans notre société. On ne souhaitera pas ça à nouveau, là. On peut peut-être réfléchir sans être obligé de vivre une crise, mais n'empêche, j'espère qu'on tirera quelques leçons de ce qu'on aura vécu au cours des dernières années. Merci beaucoup. Oui, merci pour la présentation. Je m'appelle Thierry, je suis résident en santé publique à Québec. Puis, avez-vous des conseils pour quelqu'un qui est encore en formation pour les prochaines années, comment le milieu de la santé publique pourrait mieux collaborer avec les municipalités? C'est sûr qu'il y a d'autres provinces que la santé publique est plus proche ou intégrée des municipalités, mais au Québec, on travaille plus en collaboration. Fait que comment avez-vous des conseils du milieu, les choses qui sont plus irritantes ou les choses qui fonctionnent bien dans votre expérience, puis des gens que vous avez parlé du municipal pour qu'on puisse mieux travailler ensemble? Bien là, vous parlez au président du comité stratégique Prendre soin de notre monde. C'est exactement notre travail puis notre mandat. Ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de s'assurer que les liens existent, que les espaces de concertation et de travail en commun. Puis là, il y a un paquet d'outils. Je vois Olivier au fond de la salle. Le CCNPPS a produit toutes sortes d'outils, puis bien d'autres partenaires sur les meilleures façons de travailler avec le monde municipal. Mais fondamentalement, la pire chose à faire quand on travaille avec le monde municipal, c'est de chercher à leur imposer nos priorités. Pour une raison très simple, c'est que les élus, là, ils font ça comme ça parce qu'ils voient ça comme du lobby. OK? Puis dans le contexte où il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les élus, le fait d'arriver en disant « on ne comprend pas pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous ne faites pas ça, vous devriez faire ça », ce n'est pas la bonne façon. La meilleure façon, c'est de comprendre les priorités, de voir quels sont les objectifs qui sont poursuivis, les politiques qui sont en élaboration, donc créer des liens très étroits avec le personnel, avec les élus, pour être en mesure d'être en phase le plus possible avec ce qui est en train de se passer, puis comprendre comment ils voient les choses pour être en mesure de proposer des bonifications. Parce que, puis pour moi, l'exemple ultime, ce sont les EIS. Qu'est-ce qu'on fait? On offre notre collaboration, puis on prend un projet, puis on regarde quels sont les impacts sur la santé et comment on pourrait faire en sorte que le projet ait, à tout le moins, pas d'impact négatif ou au contraire, on le souhaite, des impacts positifs. C'en est un outil, c'en est un moyen qui est à développer là, avec le monde municipal. Mais la confiance, bonté divine, la confiance. Moi, je rêve du jour où, dans nos rencontres de journée annuelle de santé publique, la participation du monde municipal sera encore plus importante. Et l'inverse aussi, parce que les unions municipales se rencontrent tous les ans et on sait que vous êtes invités à plusieurs reprises à venir parler aux élus. Mais c'est aussi des canaux de ce type-là qu'il faut développer. Je pense que je vais avoir le mot de la fin. Nathalie Labonté, de l'Institut national de santé publique. Denis, quelles seraient, à ton avis, les compétences que devraient avoir nos futurs maires de nos municipalités, de nos villes? Parce qu'on comprend que ça se complexifie de plus en plus. Quel sera notre Dream Team? C'est tellement une bonne question. Parce que c'est l'équation dans laquelle doit entrer la démocratie. Tout citoyen dans une municipalité doit avoir la possibilité d'offrir sa candidature pour un poste au conseil municipal. Donc, on peut pas dire à quelqu'un, écoute, là, tu n'as pas de maîtrise en sciences politiques, c'est peut-être pas une bonne idée de t'en aller au conseil municipal. Parce que le filet là, qui fait que quelqu'un y va ou y va pas, à la fin, c'est le vote. C'est la population qui y va.
la qualité principale, à mon point de vue, pour n'importe quel engagement, que ce soit au conseil d'administration des loisirs dans votre municipalité, que ce soit comme bénévole dans une organisation qui est présente sur le territoire ou le conseil municipal, c'est la volonté d'apprendre. C'est la volonté c'est la compréhension que quand on arrive en fonction, on ne connaît pas encore la fonction pour laquelle on va jouer un rôle. Puis je vais vous raconter un truc. Moi, je suis un ancien chef de cabinet de ministre. Moi, quand ils m'ont demandé de m'en aller au conseil municipal à Mathieu-Ville, là, peux-tu vous dire, bon, j'ai dit, mon Dieu, ça va être, hein? Il n'y a rien là. Moi, aider un ministre à gérer un ministère, je devrais être bon dans ma petite municipalité de 500 habitants. Peux-tu vous dire que le choc, là, je l'ai vécu pour vrai, là, pour vrai, de vrai. Il n'y a pas rapport, là. OK? C'est autre chose, c'est une autre vie, c'est une autre façon de penser les budgets, c'est une autre façon d'avoir des relations avec la population, c'est d'autres priorités. Alors, la première chose, il faut accepter d'apprendre, puis être ouvert aux collaborations. Et là, moi, je vois que, particulièrement chez les nouvelles cohortes d'élus, cette volonté d'apprendre, elle est là. Et parce que bien des élus proviennent des partenaires du monde municipal, plutôt que de provenir d'un seul créneau spécialiste de tuyaux, vous avez cette possibilité-là de voir grandir, entre guillemets, la fonction municipale avec l'évolution des choses. Merci beaucoup. La présentation était vraiment intéressante. Ça nous a vraiment fait réfléchir tout le monde. Donc, on vous inviterait en fait à quitter la salle parce qu'on va préparer la salle. Merci, Denis.